On va débuter évidemment par ce que le monde vit depuis mercredi, depuis l'annonce, depuis le Rose Garden de Donald Trump, que l'on voit d'ailleurs avec son fameux tableau qui a été épluché. Donc, c'est un petit peu ce qu'on vous disait déjà en direct, hein. C'était une émission extrêmement intéressante de voir comment les experts, les réseaux sociaux ont été réactifs pour démontrer quasiment de manière immédiate que les chiffres présentés par Donald Trump n'avaient aucune réalité. On a vu depuis comment la formule a été faite. On verra un petit peu plus tard qu'en fait, en fin de course, cette formule complètement ridicule et qui crée ces chiffres complètement artificiels a été choisie 2 heures avant Rose Garden par Donald Trump lui-même. Pourquoi? Parce que c'était la formule qui donnait les plus gros chiffres. Et Ouais. donc, il voulait vraiment marquer l'opinion. Je vous rappelle, ça nous avait choqué qu'il avait débuté, n'oubliez pas, il avait débuté son discours en expliquant, en affirmant que les pays étrangers, ennemis comme amis, donc les alliés, pseudo-alliés, Canada et Europe, volaient, pillaient et violaient les États-Unis depuis des années. Et donc, pour aller à la hauteur de ce discours guerrier d'urgence nationale, il y avait besoin des chiffres les plus gros. Et donc, c'est lui qui a choisi, évidemment, en tant que producteur, hein. C'est ce que je vous dis à chaque fois que Donald Trump, et une fois, sincèrement, une fois que vous avez cette grille d'analyse sur Trump en disant non, Trump d'abord, c'est un gars qui produit une émission de télé-réalité. La télé-réalité, c'est notre vie à tous et c'est l'exercice du pouvoir à Washington. Vous comprenez tout ce qui se passe, tout ce qu'il fait, parce que il y a cette volonté en permanence de mettre en scène, d'accrocher l'attention, souvent de faire diversion. Ouais. On en parlait il y a, on en parlait il y a quelques jours, je ne sais pas si vous en souvenez, il y a 3 semaines, comme tous les jours, il parlait de l'or de Fort Knox, de la réserve, en disant on va y aller avec Elon, peut-être que Joe Biden est passé avant nous et a vidé les réserves nationales d'or des États-Unis. Tout ça, c'était des volontés de taper en touche, de faire parler d'autre chose, alors qu'au même moment, Elon Musk était en train d'éviscérer le peu de programmes sociaux qui existent aux États-Unis, donc il fallait parler d'autre chose. On verra comment, d'ailleurs, Trump a tenté sur le sujet des effets de ces frais douaniers, comment il a tenté il a tenté, excusez-moi, de changer de sujet une nouvelle fois. On va commencer en regardant les médias, justement, la une, les titres, voir comment les médias américains et anglophones ont, ont réagi à tout ça. On a différentes unes. Tiens, on va commencer par toutes les unes de Drudge, Thomas, qui nous donne un assez bon éclairage de ce qui s'est passé. Donc ça a été le premier, donc avec ce titre qui est un beau jeu de mots, hein, sur... Ouais. Vas-y, je t'en prie. Que c'est terrifiant et les tarifs ensemble. Et non, on parle pas du maquillage orange fluo de la photo, mais la guerre économique qui a commencé. Et là, en rouge, on voit que le Dow, donc un des marchés américains, a perdu 1500 points. Ouais, depuis le chiffre a été éparpillé façon puzzle. Donc ça, c'était le premier. Et puis voilà, on a l'évolution justement avec le deuxième. Vas-y, ça arrive. Donc voilà, donc là, on était à 1679. Cette fois-ci, c'était le dollar américain parce que c'est une des Pris un coup. stratégies de Trump Juste un petit coup. ouais, de faire baisser le dollar sans dire qu'il veut faire baisser le dollar. On en parlera aussi, et qui donc concluait sur le fait que il y avait, hein, c'est le titre en bas qui était le plus inquiétant juste au-dessus du Knowledge Report, des layoffs. Les layoffs, ce sont des licenciements, plus de licenciements qui sont donc annoncés. Et puis celui de ce matin ou de hier soir, je ne m'en rappelle plus. Voilà, en nous expliquant que depuis
son arrivée au pouvoir, le stock market, donc les marchés boursiers, ont perdu 10 trillions de dollars. Encore une fois, si vous nous rejoignez pour la première fois, pourquoi ces chiffres sont importants? Nous ne sommes pas obsédés ici par le cours de la bourse, les actions et les soucis des milliardaires, mais parce que une grande partie des retraites des citoyens américains, des travailleurs américains, est justement indexée sur la performance des marchés, plus principalement, je crois que c'est 41% non, 45% des recettes ces fameux 401k, hein, c'est quelque chose dont vous voyez souvent marqué 401k, qui est le nom de pardon? Oui, pour les retraites. Exactement, donc souvent, c'est le nom que vous voyez passer. 45% d'entre eux sont liés à la performance du S&P 500. Et c'est le S&P 500, donc, qui regroupe les 500 plus grandes valeurs américaines, qui a été le plus touché parce que ce sont les grosses compagnies, hein, des compagnies comme on a vu comme Nike, qui ont été énormément impactées. Pourquoi elles ont été énormément impactées? Parce que c'est des entreprises qui ont énormément d'usines à l'étranger. Ce sont des entreprises qui, en plus, pour vous rajouter un petit peu à la confusion et pour comprendre pourquoi certaines entreprises ont perdu autant de valeur aussi rapidement, c'est que on s'attendait depuis des mois avec l'arrivée de Trump au pouvoir que la Chine soit visée, et donc énormément de compagnies, grandes compagnies américaines, mais aussi des petits business en termes de fournisseurs, avaient changé leurs fournisseurs du côté du Vietnam. Et le Vietnam, finalement, est un des pays les plus touchés, alors qu'il n'y a plus de droits de douane. Ce qu'on a appris entre-temps, c'est un petit peu comme Israël qui a été touché, pas au même niveau, c'est que le Vietnam avait retiré ses droits de douane par rapport aux États-Unis, et il se retrouve avec près de 40%. Ils sont à 46%. Ils sont à 46%. Tout à l'heure, on va parler... Vous voyez Trump qui dit qu'ils sont à 90, ils taxent à 90%. Ils sont à zéro. Et... Ils sont à zéro. Tout à l'heure, on va parler de la Switch, hein, de la fameuse Switch 2, la nouvelle console Nintendo. Nintendo, c'est pareil. Ils n'avaient pas réouvert leurs usines, des usines en Chine. Ils s'étaient principalement installés au Vietnam, et c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans la situation de devoir arrêter les préventes de la console, parce qu'ils ne savent pas au mois de juin combien va coûter la console. Est-ce qu'elle va coûter 46 plus les X pourcentages qui sont ceux du Japon, donc plus 60% du prix. Donc voilà, donc confusion totale. Donc on a vu Drudge. Ces titres même en noir qui suivent, il s'en fout. On voit tout le monde se précipite pour aller acheter des télévisions. La sauce soja. Oui, parce qu'on dit tout qui va venir va coûter plus cher. 60% de chance d'une récession. Les États-Unis passent une opportunité magnifique, dorée à la Chine. C'est des titres fous, et ça c'est que Drudge Report. Ouais, Drudge Report, pourquoi je vous le montre? Parce que c'est un agrégateur de news qui est plutôt à la droite sur l'échiquier. Hein. C'est en 2016, donc déjà c'est un des sites qui historiquement a embêté la fin du mandat de Bill Clinton et aidé l'arrivée au pouvoir de George W. Bush. En 2016, c'est eux qui ont détruit la campagne de Hillary Clinton pour venir apporter leur soutien à Donald Trump. Donc voilà, c'était l'idée. Encore une fois, on n'est pas dans des... J'aurais pu aller vous montrer des titres de médias ouvertement de gauche. Là, je voulais montrer que l'impact de ce qui s'est passé de Donald Trump touche tous les médias, et y compris une partie des médias conservateurs économiques. Regardons le Financial Times, par exemple, qu'on ne peut pas accuser de wokisme ou de gauchisme. On a deux unes. Donc voilà, c'est la photo de Trump, et à côté, la chute, c'est le cas de le dire, des marchés. Le fameux SP500 dont je vous parlais, qui est le plus impacté avec le Nasdaq, qui est le marché économique aussi. Pourquoi celui-ci? Parce que ce sont toutes ces compagnies qui ont des fournisseurs et des usines à l'étranger. On a une deuxième une, je crois, du Financial Times pour vous montrer cet impact. Le fait que lorsque je vous parlais de guerre économique, c'est exactement ça. Et en disant que Trump
On va explorer ça plus tard, le côté j'en ai rien à faire, et que donc il décide de continuer alors que les pertes, on parle beaucoup de Wall Street, mais en fait les pertes s'intensifient dans le monde entier parce que c'est l'enseignement principal de ce qui s'est passé mercredi. Il est là, c'est que les décisions de Trump sont en train de créer une crise sans précédent, une crise mondiale. Oui, pour la première une, c'était juste envoyer la courbe après quelques heures. Ouais. La courbe après quelques heures. Donc, c'est l'impact. Là, on voit en bas les chiffres. C'est même pas une journée. C'est juste des heures. Quelques heures qui sont passées. Et donc, on sait que cette situation va pas du tout s'améliorer. Et Non. ça va prendre un moment. On va montrer justement toujours dans la presse pro-Trump, le New York Post, par exemple, qui, lui, appartient à Rupert Murdoch, le propriétaire de Fox News. Et donc, c'est pas la World War III, la Troisième Guerre mondiale, mais c'est la World War Fee. Le fee, c'est une somme à payer. Amende, ouais. Voilà, donc c'était au lendemain. On a le New York Times, vas-y Thomas, le Washington Post aussi à vous montrer. On était dans du classique, mais c'est pour vous montrer que c'était dès le lendemain. C'était vraiment le sujet national et ça continue. Ce qui est intéressant, c'est que nous vivons dans un monde où d'habitude, un titre chasse un autre, une autre histoire chasse une autre. La semaine dernière, c'était la révélation des enregistrements du chat Signal. Signal Gate. Exactement, la Signal Gate. On avait fait une émission là-dessus. On n'en parle plus. Il y a 2 jours, le même jour de ces déclarations de Trump, il y a eu les révélations qu'il en existait au moins une vingtaine. On n'en parle pas parce qu'on parle que de ça. Donald Trump a été interrogé dans Air Force One sur ce sujet, savoir si c'était quoi sa réaction. Et la réponse aux journalistes, elle dit « Ok, je sais que vos rédacteurs en chef veulent que vous m'en parliez de cette histoire, mais ce n'est pas une histoire, ne me posez plus de questions sur ce sujet. » Rien que cette réponse-là, d'habitude, dans un monde normal, serait fait la une pendant 3 jours. Oui, c'est ce qu'on appelle un red flag ici, le Là, rouge qui montre qu'il y a un problème. Exactement, là, personne n'en a parlé. En une internationale, je vous ai mis le Daily Mail et le Sun pour vous montrer un exemple sur l'Angleterre. Et encore une fois, ce sont des tabloïds qui, principalement, d'habitude, sont pro-marché, pro-conservateur et pro-Trump. Et là, on voit que donc il y a ce meltdown, cette fonte, cette chute. Donc là, on voit le Sun qui explique donc tout l'argent qui a disparu des marchés, qui s'est évaporé des marchés suite à la décision, et le fait que Donald Trump menace pays par pays et que chaque pays est impacté. Je voulais vous montrer aussi 2 autres, un quotidien et un hebdo pour terminer. Un, c'est l'édition de ce week-end, aujourd'hui, du Wall Street Journal. Encore une fois, Wall Street Journal, c'est pas l'UMA, donc qui parle de carnage et en expliquant que les carnages sur les marchés sont en train de s'aggraver. On attend avec une assez importante angoisse la réouverture des marchés lundi, en se disant il y a de fortes possibilités que lundi soit un Black Monday avec une chute historique qui va mettre en péril énormément d'entreprises et d'emplois. Ouais. Et évidemment... Enfin, c'est ce que tu avais dit le jour même, qu'il avait fait exprès de mettre cette annonce, cette conférence de presse tard dans la journée. Donc on n'avait pas pu voir l'effet tout de suite le jour même sur la bourse parce que c'était déjà fermé, c'était déjà trop tard. Donc on est vraiment juste en train maintenant, même si on a l'impression que ça fait déjà des semaines qu'on vit avec ce stress de cette annonce, qu'on est toujours en train de découvrir à quel point on va souffrir. Et donc, c'est exactement ça. Et puis, le décalage avec la photo d'en dessous de Trump en train d'aller jouer au golf, qui est parti en week-end dès le jeudi. On va y revenir sur tout ça, sur le golf, le jeudi, cette espèce de perception qui a un côté 1789
et faites-leur, ils n'ont plus de pain à manger, donnez-leur des gâteaux. Il y a ce côté-là complètement fou de cette administration qui est décrochée de la réalité. On va l'explorer, mais pour terminer sur les unes, je voulais vous montrer The Economist. On va commencer par le après. Avant de commencer par le avant. Donc ça c'est The Economist, regardez, qui a détourné le slogan de Trump qui parlait de Liberation Day pour que ça soit Ruination Day, le jour de la ruine. Et c'est le jour aussi où Trump détache l'Amérique du reste du monde. Hein, n'oublions pas ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure en fin d'émission, on tentera de donner un sens à décrypter tout ça. Et pourquoi je vous mets ça? Parce que parmi les peu d'angles de défense que l'on a vus, principalement sur Fox News, il y a eu plusieurs passages de Stephen Miller à la télévision sur le même thème et qui a été aussi mis en avant par Trump de dire mais on avait une économie terrible, je n'avais pas le choix, Trump n'avait pas le choix, on a hérité de la pire des situations, une crise mondiale, donc c'est une intervention d'urgence pour sauver le patient. On reviendra sur ces éléments de langage, à la fois les États-Unis et le monde. Donc j'ai voulu vous montrer, donc ça c'est la une de cette semaine de The Economist, et j'ai voulu vous montrer la dernière une du mois d'octobre dernier The Economist, c'était juste avant l'élection présidentielle et c'était sur l'économie américaine qui était, et The Economist c'est pareil, hein, c'est pas l'UMA, c'est pas Politis, c'est vraiment, c'est comme son titre, c'est un journal qui est proche des marchés et donc en expliquant que c'était une édition spéciale sur l'économie américaine qui était en train de tout exploser de manière positive et comme une fusée et de devenir l'envie du monde entier. Donc voilà, donc lorsque Donald Trump, vous le savez, vous explique qu'il a été obligé parce que la situation était terrible, bah, la réalité, elle est là. Dans ce dossier, toujours, on a un dossier humour qui va arriver, mais j'avais retenu 2 dessins de presse que j'ai trouvé terriblement justes. Le premier vous vous en souvenez, de Trump, qui avait expliqué que ses supporters étaient tellement aveuglés, il n'avait pas dit comme ça bien évidemment, mais qu'ils pouvaient, ou ils étaient tellement fidèles qu'ils pouvaient tuer quelqu'un en plein milieu de la 5e avenue à New York et que ces gens voteraient quand même pour lui. Il vient de le faire, il a tué l'économie et donc on voit les supporters MAGA en plein milieu de la 5e avenue qui sont rapides, qui sont super heureux. Et puis, fort celui-là. Parce que le début de la semaine avait quand même commencé par le voyage de J.D. Vance de quelques heures au Groenland et avec l'intention affichée de dire il faut tenir compte des, je cite, désirs du président. Donc cette illustration de Matt qui est extraordinaire en réponse à la chute des marchés américains en disant si ça continue à baisser comme ça, en fait c'est le Groenland qui va être en mesure de racheter les États-Unis. Donc voilà, ça c'était la réponse de la presse, la manière dont la presse. On va justement, tiens Thomas, tant qu'on est dans le même esprit, on va commencer par du léger et on va poursuivre dans la même direction sur ce côté humour. Je vous ai sélectionné quelques dessins de presse et surtout quelques mèmes parce que c'est une manière aujourd'hui, au-delà de que ça nous fait tous sourire ici, c'est une manière aujourd'hui de s'emparer d'un sujet qui est dans les esprits de tout le monde et en une illustration, finalement, de faire un formidable résumé. Il y a des mèmes qui sont plus efficaces et des fois bien plus vus que n'importe quel éditorial et surtout n'importe quelle intervention d'expert de plateau. Hein, des fois, c'est tout dit à un petit dessin. Donc, vas-y, Thomas, tu peux passer à travers. Du political cartoon qui
qui était peut-être le même avant le même. Mais bon, donc on va commencer avec celui-là. Et oui, on va voir beaucoup de rouge et pas que des casquettes rouges, parce que là, on voit l'effet, l'explosion nucléaire et les réactions donc de tous les MAGA. Et ça, c'est un peu les réactions quand vous allez sur X de nos jours. Ouais. C'est la faute de Joe Biden avec Thanks Brandon. It's fake. C'est fake news, ça n'existe pas. Non, pas du tout. Deep State, complot. They're trying to make Trump look bad. Donc non, c'est pas Trump, c'est les démocrates qui essayent de manipuler, je peux même pas faire que de des donner, magouilles. non, de donner une mauvaise, l'impression que de Trump donner une est- mauvaise image à Trump. Et après, bien sûr, Sur du ces- grand classique, on tombe sur Hillary Clinton. Ouais, ou en fait le contraire, je vois beaucoup du contraire, que maintenant on est enfin, c'est tellement intelligent, c'est tellement bien, on va plus payer d'impôts, on va Ouais, tellement avoir d'argent. on va y revenir tout aussi ça, là-dessus. c'est effectivement. ridicule. Là, quand on même. repart sur une émission de télé qui est très connue ici et qui se passe à Vegas d'ailleurs. Ça, c'est Vegas. Ouais. Oui. Donc on vient négocier les prix. Ouais. Want lower prices? La réponse best I can do is raise prices on everything. Donc essayez de négocier. Non, J'ai un la- deal pour vous. Je lève le prix sur tout. Ouais, j'augmente les prix. Vas-y, on continue par, je crois, ma préférée parce que je suis un fan absolu de la série. Et donc, c'était celui de la pub sur le poulet. Ouais, avec En disant, mais Kramer, qu'est-ce qui se passe ici? Et Kramer qui répond, c'est une guerre économique, Jerry, parce qu'en fait, ce sont tous les marchés qui sont en rouge. Je te rappelle cet épisode, Cody. Hein. Oui, je me souviens. Mais bon, j'ai préféré l'émission quand c'était le poulet, pas l'économie quand même. Ouais. Ouais, c'est ça. Le poulet était cuit et nous aussi. Bien vu, on continue. Là, on a, ben voilà, tout est dit. Trump qui a un plan pour achever l'économie américaine. Ouais, c'est générationnel. Je sais pas si t'as la ref, Cody, mais c'est les genoux. Tony. exactement, de C'est Tony les genoux, Harding. c'est- C'est Tony Harding, c'est un peu- c'est exactement. Donc, vas-y, on continue. Nous avons celle-là qui veut payer plus pour tout et les pro Trump. We do. Surtout, il a mis les tarifs sur ses propres produits parce que tout est fabriqué en Chine. Ouais, non, j'ai vu ces dernières casquettes sont fabriquées au Vietnam. Ah, donc, ah ouais, mais un pays qui prend 46% de tarifs maintenant. Ouais, Donc la exactement. casquette, déjà qu'elle coûtait $50, elle va coûter. On a déjà bien cher. parlé de Trump, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de JD. On a 3 à la suite là avec notre ami JD Vance. Préparez l'emoji. Voilà la phrase clé qu'on a retenue pour l'instant de cette année de Hein? JD Vance. Est-ce qu'au moins t'as dit merci une fois? Une fois. On remercie avec derrière lui tout le rouge. Ouais. Et puis évidemment, on a repris. Donc c'est du même dans le même. En Ouais. fait, hein, c'est du level comme on dit. Parce qu'on voit la photo de son visage qui est à Ouais. chaque fois un peu plus truqué. D'ailleurs, en continuant ça, vous vous souvenez forcément. Forcément. de celui-là. On le reconnaît, notre JD Vance, qui réagit à tout ce rouge autour de lui. Et hop, un dernier dans cet esprit-là, pareil. Pareil, le même esprit, c'est Avec le la combo, chute. c'est le combo des deux. Et JD qui attend sans merci. on en a un autre avec JD Thomas, avec la petite fille. Je sais pas si tu avais eu le temps de voir, mais ça en est un. Avec le fameux mème de la petite fille et de Toi, tu me l'incendie. diras merci. La prochaine fois, dis merci. Hein, on rigole, mais derrière ces chiffres, ce ne sont pas que de l'argent qui s'évapore. Hein, ce sont des emplois, etc., etc. Mais bon, voilà. Tout à l'heure, on vous expliquait cette espèce de mur de protectionnisme Ouais. des États-Unis isolés du reste du monde à cause des tarifs, donc des frais douaniers imposés par Trump. Alors, je sais qu'en France, on ne dit pas tarif, mais au Québec, on dit tarif. L'expression que tout le monde voyait sur les réseaux sociaux, c'est tarif. L'expression française, c'est frais douaniers, mais bon, de temps en temps, Depuis on maintenant, se comprend. on va tous comprendre cette phrase. On se comprend. Je vous remonte cette photo parce que c'est la vraie. Et maintenant, on va voir que le tableau de Trump, la réalité de ce que c'est devenu, le voilà. Très bien celui-là. D'ailleurs, je l'ai presque fait en titre pour le visuel. Je me disais c'était une bonne idée ça de Ouais, changer de tableau. c'est extraordinaire. Voilà.
On reprend la fameuse photo de Trump avec tout le McDo fast food qu'il allait donner aux étudiants qui avaient gagné le tournoi national. Et donc le voilà en présentant ce qu'il a fait avec l'économie américaine. Vous le voyez pas, mais nous on voit tout le dossier et c'est que rouge. Toutes les photos, c'est que du rouge. C'est vraiment impressionnant. C'est inquiétant, mais c'est impressionnant. Ben voilà, on va continuer dans du rouge. Trump en plus qui aime bien comparer à Elvis. Voilà son affiche Elvis avec du rouge derrière. Trump. En tenue de golf, et il demande, tout le monde s'amuse. Et sa ceinture est plus haute que l'économie en ce moment. Ouh. Avec Cody, tu étais en forme. Formidable, formidable. Encore quelques-uns? Vas-y, encore quelques-uns pour ce dossier, parce qu'on en a bien besoin. Non, celui-là, en fait, je me suis trompé de dossier. Ça, c'est même pas une blague. Non, ça c'est un message, un retweet de Trump qui est complètement inquiétant. En disant que finalement, ce qui est en train de se passer, c'est fait exprès. Mais parce qu'il a un plan. Il y a toujours un plan derrière. Plus tard. Il y a toujours un plan derrière. Ah ben voilà, un mème très classique. Très classique. On voit Donald Trump qui tire sur l'économie américaine. Et après, il se demande, mais pourquoi est-ce que Biden a fait ça? Pourquoi? Et encore deux pour finir. Voilà le journaliste qui ne comprend pas, mais c'est quoi ce plan que tu me passes? D'où ça vient? Paris, c'est pareil, c'est une erreur de dossier, Thomas. Et voilà celui-là, très bien. Voilà, ici. Donc Ouais, vous savez, Trump qui veut plus qu'on appelle le Gulf of Mexico le Gulf of Mexico, ben maintenant c'est non plus le Gulf of America. Je vous laisse lire ça, tout va être très très cher. Ouais, tout va devenir très cher. Donc voilà, donc vous avez vu la une, vous avez vu un petit peu les mèmes, vous avez vu des dessins de presse. Donc ça, c'était pour un petit peu commencer l'émission de manière un peu plus légère sur un sujet qui ne l'est pas. On fait une petite pause et puis on continue à explorer tout ça. À tout de suite. Notre première parenthèse de 45 minutes. Ouais, pas encore, presque 45 minutes. Arrête de perdre du temps, Cody. Merci beaucoup à tout le monde qui est là. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je vois qu'on a dépassé les 530 pouces, donc magnifique. Continuez comme ça. Merci beaucoup. C'est gratuit, c'est comme vous abonner. C'est une manière 100% gratuite de nous soutenir et c'est vraiment très apprécié. Donc merci beaucoup. On va aussi remercier notre voisine en Utah, Barb. Merci beaucoup pour ton super chat. J'ai vu qu'on avait aussi quelqu'un depuis l'Arizona. Donc salut les voisins, les voisines. Magnifique. Merci beaucoup. On est entouré, on a sûrement de la Californie aussi. Donc voilà, c'est formidable. C'est vrai, merci. Merci aussi depuis le Québec cette fois-ci. Merci beaucoup Rosalis. Et merci à Mathis qui est passé plusieurs fois depuis la Suisse. Et qui finira l'émission en replay, c'est ça, Cody? Oui, pendant son footing, donc bon footing. Et, oui, on va essayer de faire une émission grandiose. Oui, on fera de notre mieux. On est bien parti. On va essayer de faire de notre mieux. Tout à l'heure, je vous parlais des conséquences économiques des tarifs de Trump et j'ai évoqué très rapidement la sortie de la Switch. De la Switch 2, on va le voir, qui a été suspendue. Pas la sortie, mais les préventes aux États-Unis. On va voir les Nintendo qui a décidé d'arrêter les préventes de la 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est impossible de donner un chiffre sur le prix. La sortie de la console portable qui devait un petit peu relancer, hein, c'est un des plus gros événements de l'année, voire de ces 2 ou 3 dernières années. Chaque fois qu'il y a une énorme console qui sort, comme ça a été le cas avec la PS5, tout ça est chamboulé. On va voir le communiqué de presse de Nintendo. C'est pas des blagues, parce que quand c'est sorti sur les réseaux sociaux, on dit « Ah, c'est pas vrai ». Non,
c'est la réalité. On parle évidemment des États-Unis. On voit vraiment que c'est un problème américain. Je vous expliquais pourquoi, au-delà du fait que le Japon, au-delà de ses 10% de base, est touché par 24% de plus. Ben là, c'est des pièces fabriquées au Vietnam. Donc vous imaginez, vous ajoutez à tous les niveaux. GameStop, qui est la plus grande, c'est l'équivalent d'ailleurs, c'est le propriétaire de Micromania aux États-Unis, donc qui était en charge de cette prévente. Le résultat ne doit plus le faire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est le moment de parler du CEO, du PDG de GameStop. On va remonter il y a quelques mois en arrière sur ce CEO de GameStop qui, donc, le 13 juillet, Ryan Cohen tweetait ça. Trump 2024, on va le voir. Il n'a jamais caché ses opinions. C'est un Trumpiste. On va regarder tous ces messages. Hein. C'est assez clair. Hein. Il n'y a pas trop de doute. D'ailleurs, il y en a deux qui sont des réponses à Bernie Sanders et une réponse à Nancy Pelosi. Exactement. Donc, voilà. Donc ça, il y a en février dernier, donc il n'y a pas très longtemps, hein, il y a un mois et demi, avec l'arrivée de Trump, il a annoncé que GameStop allait faire ce tournant pro-trumpiste en disant que non seulement ils allaient vendre leurs compagnies françaises et canadiennes, mais qu'il était contre tout ce qui était DEI et tout ce qui était woke. Donc ça, c'était avant l'annonce hier de Nintendo. Nintendo, donc, hier, a annoncé arrêter les préventes et c'est ce qui devait sauver l'année de GameStop qui vit de grosses difficultés depuis qu'en fait les jeux physiques sont en train de disparaître et que tout désormais passe par des clouds. Et donc, résultat, hier, Ryan Cohen, le PDG de GameStop, a tweeté ça. Vas-y Thomas, ce n'est pas faux. Donc en expliquant que ces frais douaniers sont en train de le transformer en démocrate. C'est encore une fois l'illustration du fameux FAFO, n'est-ce pas Thomas? Comme dit dans le chat. Ouais. Ah ben voilà, formidable. Ils sont en forme le chat. Ils sont en forme le chat. Donc voilà, c'était une petite histoire dans la grande histoire. On va maintenant évidemment partir sur les effets de cette décision de Donald Trump. Tout à l'heure, je vous parlais du dollar, par exemple, et je veux vous montrer ça parce que je veux que vous le gardiez en tête pour plus tard, parce qu'il y a eu un effet immédiat sur le cours du dollar qui, depuis mercredi, ne cesse de décrocher par rapport aux autres monnaies. Donc, il y a eu cet effet. Mais je voulais qu'on parle surtout des effets sur le quotidien des Américains. Un quotidien qui est déjà tendu. Hein. On approche de Pâques, Thomas, et je vais vous montrer ce titre complètement fou du New York Times. Et on parle de la première puissance nationale, la première puissance mondiale, pour vous dire comment le pays économiquement va mal. Ouais, vas-y. Sur les œufs, en nous expliquant que comme les œufs sont de plus en plus chers, les Américains sont en train de colorer des pommes de terre. Hein. Je vous rappelle la tradition ici pour Pâques, c'est de peindre les œufs. Et donc on nous explique que comme les œufs coûtent tellement cher, cette année les Américains vont peindre des pommes de terre. Donc, vous voyez déjà, c'est un sacré, un titre, c'est un sacré instantané de la situation économique américaine hors frais douaniers. Je vais montrer un autre exemple qui était mis en avant dans le New York Times. Sur Instagram, les gens proposent des recettes pour éviter, pour changer les œufs. Et donc, vous avez, on vous propose une recette pour coloriser du beurre de cacahuète. Oui, et comme Bruno l'a dit, c'est les patates de Pâques. C'est les patates de Pâques. C'est quand même vraiment triste d'être arrivé à ça où on dit que les œufs sont trop chers. Les œufs. Non, donc voilà, et évidemment, la situation
Je vais vous montrer les produits qui vont être touchés, certains des produits qui vont être touchés pour montrer comment la situation économique va s'aggraver pour les Américains, dont nous forcément. Donc les portables, on a calculé, différents organismes ont calculé que si un iPhone devait être construit aux États-Unis ou devait se soumettre, il ne pourrait pas être construit aux États-Unis déjà avant au moins 3 ans, mais en tout cas se soumettre aux frais de douane, le prix monterait environ entre 3 000 et 3 500 dollars le téléphone. Donc et d'où ce dont on parlait tout à l'heure, qui est cette ruée dans les magasins vers tout ce qui est électronique, les téléviseurs, on le voit, les ordinateurs, mais aussi les chaussures, les vêtements, les jouets, tout ce qui est alcool. Tout ce qui est alcool. Je sais qu'en ce moment, c'est assez intéressant du côté de la Californie. On est en train de négocier du côté de Gavin Newsom un accord séparé entre la Californie et l'Europe pour que les vins californiens ne soient pas taxés lorsqu'ils arrivent en France, par exemple, et que les vins français ne soient pas taxés lorsqu'ils arrivent en Californie. Donc, on va être peut-être obligé d'aller faire des achats en Californie. Mais, tu sais, quand tu regardes cette liste, est-ce qu'il y a un mot qui peut décrire cette liste? Oups, non, vas-y, dis-moi. Tout. Ah oui. Parce que, bon, je sais, en plus, là, il n'y a pas les voitures, mais les voitures seront taxées à 25% de plus le tarif du pays. Donc vraiment, là, c'est tout. Il n'y a rien qui manque de cette liste, il y a tout. Exactement. Et justement, tu fais bien de parler des voitures. Il y a différentes études qui ont été faites sur les changements immédiats des prix, du prix de la voiture. Et on pense que dans le prochain mois, ça va faire augmenter la voiture. On voit qu'en 2021, au moment où personne ne pouvait acheter des voitures, parce que c'était Covid, on voit que le prix à la fois du neuf et de l'occasion avait augmenté pendant les périodes où c'était très difficile de trouver des véhicules parce qu'il y avait tous ces problèmes de réapprovisionnement. Le prix avait recommencé à baisser sous le gouvernement Biden. On va se rendre compte avec le temps qu'avec le gouvernement Biden, finalement, c'est bien. Finalement, tout ça va reprendre à la hausse. Et on estime que dans les 3 prochains mois, on parle de cette augmentation des prix de 13,5 en disant, OK, il y a une partie des tarifs des frais douaniers qui vont être absorbés par les vendeurs et les fabricants, mais il y a une grosse partie qui va être passée au public. On pense que dans les 2-3 prochains mois, le prix moyen de voiture va augmenter d'au moins 4 000 $, ce qui est conséquent. Donc 4 000 $, que les pièces vont être touchées. Et c'est souvent j'aime bien l'exemple des voitures parce que ça vous montre aussi comment tout le monde, même si vous n'avez pas une voiture à acheter ou une réparation à faire, comment vous êtes impacté. Vous êtes impacté parce que, par exemple, le prix des assurances auto va augmenter. Pourquoi ? Parce que il va falloir faire passer l'augmentation du prix des pièces pour les réparations à tout le monde. Donc, même si vous dites « Non, mais moi, c'est pas grave, je ne vais pas acheter de voiture, ça ne me concerne pas », si, votre assurance va augmenter. Il ne faut pas l'oublier non plus qu'à chaque fois, on parle de ces sujets séparément, mais de vivre, ça veut dire qu'il faut payer pour toutes ces choses au même temps. On ne peut pas juste dire, d'accord, c'est que 4 000 $ de plus dans la voiture, c'est que quelques milliers de dollars de plus par an de nourriture. Non, c'est tout ça au même temps. Donc, ça s'additionne et c'est des dizaines de milliers de dollars. On a vu en moyenne, on estime au moins 4 000 $ par mois plus cher pour chaque famille. Non, par an. Par famille. Donc on rajoute après, oui. Mais ces chiffres maintenant sont dépassés. Oui. Parce que ces chiffres de 4 000 étaient en se basant sur entre 10 et 20%. Mais vu que maintenant on a 10% plus tout le reste, ça va encore coûter plus cher. Et justement, si on part dans les impacts au quotidien, Thomas, il y a cet éditorial qui a été publié aujourd'hui dans le New York Times par un économiste en disant que en fait, que votre vie ne sera plus jamais la même après cette augmentation des frais douaniers. Et la démonstration, on va avancer dedans, la démonstration est complètement folle.
parce que il explique que en 2016, Donald Trump avait déjà mis sur certains produits venant de Chine des frais douaniers, mais que donc cette économiste estime que cette fois-ci, ça va être 50 fois plus douloureux que la dernière fois. Et donc, il explique, et je trouve que c'est une approche intéressante qui est assez proche de ce que tu viens de dire, en disant, tiens, par exemple, l'année dernière, en 2016, ça avait fait qu'une machine à laver, le prix moyen de la machine à laver avait augmenté de 100 $. Donc, ça coûtait plus cher. Et donc, beaucoup de gens n'ont pas ces moyens-là et se disent, OK, je ne vais pas acheter une machine à laver. Et du coup, ça crée toute une série d'autres coûts parce que votre machine à laver, elle sort mal, elle lave mal, vous devez passer plus de temps à étendre le linge derrière, à le nettoyer. Donc tout ça, ça a un prix sur votre quotidien. Et c'est l'effet. Donc ça, c'était pour 2018. Maintenant, on parle de 50 fois plus. Vas-y, on avance dans ce texte sur les effets au quotidien. Donc ça, c'était dans le New York Times aujourd'hui. Donc voilà, en nous expliquant que ça va augmenter très rapidement de 4 000 $. Et en disant, mais l'effet de tout ça, c'est que, par exemple, une famille ne va pas se dire, tiens, on a besoin de deuxième véhicule. Non, on ne peut plus l'acheter parce que c'est 4 000 $ la voiture, augmentation du prix de l'assurance. Et donc, ça a un effet sur votre quotidien. Vos enfants veulent faire des activités sportives, mais non, c'est pas possible. On n'aura pas de voiture pour vous amener pendant que la voiture principale est utilisée pour autre chose. Je trouvais que c'était vraiment intéressant comme perception de montrer comment tout, c'est ce que tu disais, Cody, comment tout est touché par cette décision de Donald Trump. Et donc, il dit, voilà, c'est ce qu'on dit, c'est que c'est pas simplement les machines à laver pour le coup, c'est que il va falloir revoir tout, y compris les achats. Et donc, il parle même d'effets sur la santé. C'est-à-dire que les gens ne pourront plus consommer de produits frais parce que les produits frais vont coûter plus cher. Ils vont se rabattre sur des produits de substitution. Il donne l'exemple de l'avocat qui vient du Mexique, qui est remplacé par de la pâte, du pâté de pois, ou des produits de moins bonne qualité qui ont des effets sur votre santé. Donc c'est un effet papillon, exactement, Michel, qui touche vraiment tout le monde et qui vient, c'est pour ça que je trouvais cet article assez fascinant, qui vient toucher des aspects auxquels on ne pense pas. Se dire, tiens, les Américains vont être plus malades, donc ça va coûter plus cher parce que ils ne vont plus pouvoir s'alimenter comme ils devraient le faire. Et donc, il arrive à ce chiffre complètement fou en faisant les calculs par rapport à 2016, où c'était les frais étaient de 15 fois, du moins 2018 était 15 fois 2016. Là, on passe à 225 fois le niveau de 2016, où en moyenne, on était à 1,5%. Donc là, on a multiplié ce chiffre par 225. Et donc voilà, ça va faire des effets 50 fois plus douloureux. On voit que ces effets, en plus, sont quantifiés. Et c'est là, ça va être intéressant. On va parler de politique dans quelques secondes. On voit que par État, c'est quantifié. Il y a déjà le New York Times qui essaye de voir quels sont les États qui vont être le plus touchés par cet effet-là. On remarque que le premier, c'est le Wisconsin, avec 9,5% de tout l'emploi de l'État qui va être affecté par cette décision, évidemment le Wisconsin est un État clé et sera encore un État clé dans 3 ans, dans 3 ans et demi. Sinon, on voit que c'est beaucoup d'États pro-Trump qui vont être touchés. En parlant de pro-Trump, je voulais vous montrer une autre vision de tout ça. Un instituteur pro-Trump qui a été interrogé dans le New York Times, encore une fois, et qui expliquait que pour lui, tout ça avait du sens. Tout ça avait du sens parce que il dit ça va faire entrer de l'argent,
ça va faire baisser la dette. Et si la dette était plus basse, ça nous permettrait d'avoir tout gratuit. C'est un petit peu ce que tu nous disais tout à l'heure, Cody, en disant, ben voilà, ça permettrait d'avoir la fac gratuite, ça permettrait d'avoir l'assurance sociale pour tout le monde. Donc, il y a ce sentiment chez les pro-Trump. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une excuse de circonstance de dire, ben non, finalement, il faut passer par là parce que après ça va être le bonheur. En plus, là, ce qu'il veut acheter avec son argent, il fait un peu socialiste-démocrate, le c'est monsieur. complètement Quoi, ça. Universal Healthcare, ce terme-là, si tu l'entendais sur Fox News, ce serait de dire, ok, regardez, il y a Staline qui est de retour au pouvoir aux États-Unis. Jamais de la vie, on aurait pensé que les MAGA seraient là à nous dire ça. Non, c'est le programme de Bernie Sanders et c'est un petit peu aussi de montrer que il y a souvent une proximité idéologique entre ces mouvements populistes, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche. En parlant de prix élevés, j'ai pas résisté au plaisir de vous montrer cette affiche de campagne faite par une PAC qui nous disait « Vous êtes fatigué des prix élevés ?» C'est facile, votez Trump et votez Vance. Voilà, ça va être très compliqué. Et en parallèle... Comme le lait qu'on ne peut plus acheter. Exactement. Et en parallèle de tout ça, parce que là on plaisante, mais c'est une situation extrêmement grave, il y a Jessica qui m'a fait parvenir ce matin un article de USA Today qui vous explique que à cause de la suppression des programmes sociaux de l'aide fédérale, il n'y a plus de manière de venir nourrir, entre autres, les enfants de familles pauvres. Vous en souvenez, on avait vu ça avec Tim Walz, qui dans son État avait lancé ce programme pour donner des repas à tous les enfants, que les enfants mangent gratuitement dans les écoles. Et donc, les États qui ne font pas la même chose, mais qui disposent d'aide, n'ont plus d'aide. Et donc, vous allez avoir cette situation complètement folle et extrêmement inquiétante et angoissante pour l'avenir, de se dire, OK, d'un côté, tout va coûter plus cher, et de l'autre, le peu d'aide américaine, le peu de matelas social, de filet social, vient d'être supprimé par Elon Musk. Et résultat, ce titre complètement fou en vous disant que il va y avoir énormément de personnes, le ventre vide, qui vont être affamées dans les mois prochains. Ça, c'est une réalité sur le quotidien de ces choix politiques et évidemment de ces choix, de cette décision économique et politique. Et évidemment, ce qui dit politique nous amène à parler des élections. Parce que on ne peut pas imaginer, donc évidemment, ça paraît fou ce que je vais vous dire, mais cela ne fait que 75 jours que Donald Trump est au pouvoir, 75 jours. Sur 4 ans. Ouais, et donc, il a fait ça très tôt dans son mandat en espérant que les effets aient disparu d'ici 4 ans. On l'espère d'une certaine manière parce qu'on se dit, tiens, ça voudrait dire que l'Amérique a rebondi, parce que si dans 4 ans, les effets de ce qui est en train de se passer sont toujours dans le cœur des priorités des Américains, ça voudra dire que la situation économique est terrible. Mais aujourd'hui, on se rend compte du côté des républicains, et ils sont rares, qu'il va y avoir un prix politique énorme à payer. On va avoir Ted Cruz qui est pas vraiment critique, parce que lui, il croit à tout ça, il dit ça va marcher, mais il dit si ça marche pas, électoralement, ça va être un bain de sang pour Donald Trump. Que les élections de 2026, alors qu'on pensait que par exemple au niveau du Sénat, on sait que ça sera très compliqué au niveau de la Chambre des représentants, les élections de midterm, etc., que la majorité est très faible. Mais du côté Sénat, lorsqu'on regardait la carte du Sénat, on s'était dit, tiens, l'essentiel des postes qui vont être renouvelés, parce qu'on renouvelle par un tiers, ce sont des postes sûrs de républicains. Si
les effets de la politique de Donald Trump, politique économique de Donald Trump, deviennent ce que l'on pense qu'ils peuvent devenir, c'est effectivement droit dans le mur, comme nous le dit et comme l'écrit Isabella. Et à partir de là, tout est possible pour les démocrates. Et donc, ça inquiète Ted Cruz. Il ne s'inquiète pas de savoir si ses administrés vont pouvoir manger, mais de savoir si lui-même, qui était passé juste, va être réélu. Je ne pense pas qu'il soit en 2026 soit candidat, mais en tout cas qu'il ait cette majorité républicaine. Vas-y, continue dans son message. Je pense que j'ai à peu près résumé ça dans le bain de sang, mais on va vérifier que j'ai rien oublié. Et donc voilà, il a cette phrase complètement folle pour vous dire que personne n'est naïf au niveau des républicains. On a bien compris de quoi il se joue. On va voir pourquoi il n'y a pas plus d'opposition que ça, mais en disant si ça marche pas, le plan de Trump, dans la réalité, ces tarifs, et c'est fou de le lire dans la bouche d'un républicain, c'est la plus grande augmentation d'impôts que l'on a vue depuis très longtemps. Et donc voilà. Donc en fait, ils sont du côté du GOP, des MAGA, au niveau politique, ils savent pertinemment la véritable signification de ces frais douaniers, en disant voilà, Trump est all-in, mais c'est un pari super risqué parce que dans la réalité, si ça reste longtemps sur place, c'est la plus grande augmentation d'impôts. Dans le même sens, un autre, là aussi, on n'est absolument pas dans des sénateurs qui sont à la gauche de l'échiquier, voire au centre de l'échiquier. On a Rand Paul qui, lui, publiquement, donc il a fait ce texte pour Fox News, pour le site de Fox News, donc en appelant à Trump d'arrêter le plus tôt possible avant que ça soit trop tard, et regardez, alors ça c'est des choses qu'on n'a pas du tout entendues pendant la campagne, y compris par Rand Paul et y compris sur Fox News, le site internet, parce qu'on va voir tout à l'heure l'antenne, de nous dire que en fait les tarifs, donc les frais douaniers, ce sont des taxes. Et ils ne punissent pas les gouvernements étrangers, ils punissent les familles américaines. Ouais, et ça fait que 2 jours depuis que les tarifs ont été annoncés. Ouais. 2 jours, on est déjà arrivé à ça. Cet article, j'aurais payé bien cher pour la voir en octobre. Oui, quand Kamala Harris disait exactement la même chose, et que du côté de Fox, on nous expliquait que ce n'était pas le cas. Pourquoi pas plus que ça? Article glaçant dans Politico ce matin, Politico qui nous explique que tout le monde est terrifié par Trump au niveau à la fois de son propre gouvernement, de ses propres conseillers, mais aussi de tout ce qui est compagnie qui sont impactés par tout ça. Et du coup, personne ose parler, personne ose se mettre contre Trump parce qu'on se dit ça sera encore pire. Si on se met contre lui, il va nous faire payer tout ça. Donc, on préfère rien faire et aller essayer de négocier discrètement en sous-main derrière. C'est ce que souhaite Trump. Ce n'est pas une négociation par pays, mais c'est une négociation par entreprise. C'est la porte ouverte à une redéfinition du pouvoir, on va en parler, et surtout à tout ce qui est corruption de manière évidente. On disait que c'est une des différences majeures entre Trump 2016 et Trump 2024. C'était cet aspect de ne pas avoir d'adultes autour de lui, de gens autour de lui qui pouvaient lui dire non, c'est une mauvaise idée, non, vous n'avez pas le droit ni le pouvoir de faire ça. Ce n'est plus le cas, il n'est plus entouré de ces personnes-là. Et de voir que des gens, ça fait même pas 100 jours, mais qu'ils ont déjà trop peur de parler franchement, directement, de conseiller Donald Trump et donc essayer de partir avec des chemins tordus par derrière pour avoir de l'influence, ça c'est terrifiant, oui. Ouais, et justement, ce côté, il n'y a plus d'adultes dans la pièce. Il y a eu un autre article fait par le Washington Post qui racontait les coulisses. C'est là où on a appris que c'est Trump lui-même qui, à la fin, avait choisi ces chiffres parce que c'était les plus gros, les plus spectaculaires. Où on raconte que c'est vraiment l'énorme différence avec 2016, c'est qu'il n'y a personne dans son entourage pour lui dire de ne pas le faire. Au contraire,
il est encouragé. On va aller dans cet article justement de Politico. J'ai 2 extraits donc, où on nous parle de cette peur que malgré les conséquences, tout le monde les sait à Washington, au niveau des lobbying, au niveau des entreprises et au niveau politique, mais personne en parle parce que ils ont peur que de publiquement s'opposer. Donc c'est pour ça, bravo Rand Paul, pour une fois, je vais dire bravo Rand Paul, que de politiquement s'opposer à Donald Trump rend la situation complètement pire et que donc on préfère, c'est le dernier extrait, venir négocier en douce avec Donald Trump ça termine sur cette phrase complètement folle, anonyme évidemment, d'un sénateur républicain qui a dit que tout ça, c'est que le début. This is just the beginning. Allez, on se retrouve tout de suite après. On est sur le chemin des 700 pouces. Merci beaucoup. Et je vois qu'on est juste en dessous de la barre des 3000 personnes. Donc, si vous êtes sur X, venez nous rejoindre sur Twitter. Venez nous rejoindre sur YouTube. Désolé. C'est meilleur. Il y a le chat en direct. On peut prendre vos questions. Il y a les sondages. Il y a le chat. Il y a les emojis. Venez. En parlant d'emojis, on va parler de IS. Merci beaucoup. YS. Yes. Je vais dire yes. 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 Et là avec nous. Merci et bienvenue. Et merci également pour ton super chat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On retrouve aussi Marie, une fidèle qui passe un bon samedi soir avec Maintenant Média. Oui, un bon moment ensemble. Ça, c'est le chat. Donc oui, comme a dit Cody, si vous êtes sur X, venez sur YouTube. Le chat, c'est vraiment formidable. Ouais, et puis surtout en deuxième partie d'émission, restez avec nous parce qu'en deuxième partie d'émission, justement, on vous montrera que face à tout ça, certains sont terrifiés, mais pas forcément les vaguelettes. Que les vaguelettes sont dans les rues des États-Unis aujourd'hui. 1200 manifestations de prévues à travers le pays. Donc, on fera le tour tout à l'heure de tout ça ensemble. Je vous parlais de Kamala Harris et du fait que c'est quelqu'un qui avait tout le temps dit au moment de la campagne. J'ai trouvé ce montage complètement fou de Kamala Harris où elle dit « Mais attention, si Donald Trump arrive, on va avoir tout droit une récession. » Et donc, on va le regarder ensemble parce qu'il faut se souvenir où on était il y a quelques mois. Include the fact that Donald Trump's plans for the economy would accelerate inflation and invite a recession by the middle of next year. Increase inflation and by the middle of next year would invite a recession. Increase inflation and invite a recession by the middle of next year. A recession by the middle of next year. To a recession by the middle of next year. Recession by the middle of next year. Recession by the middle of next year. A recession by the middle of next year. A recession by the middle of next year. A recession by the middle of next year. Recession by the middle of next year. Ouais, non seulement elle avait raison, mais comme disait Cody, et je suis d'accord avec toi, le message aurait été peut-être plus efficace. Et encore, je ne sais pas si elle avait utilisé, on parlait de récession, d'utiliser ce terme très simple, on en a parlé plusieurs fois, de dire que voilà, c'était une taxe sur les Américains. Trump tax. Il aurait fallu marteler tout ça. Ben justement, Linda, puisqu'elle manque Kamala, Hier, elle a fait une déclaration publique. Elle était dans un congrès et elle a parlé de la situation actuelle. Elle a parlé de la peur. Donc, on va l'entendre, Thomas. Elle a parlé de la peur et puis tout ça s'est conclu sur « Je vous dis pas que je vous avais prévenu, mais je vous avais prévenu. » Allons-y. There is a sense of fear that has been taking hold in our country. And I understand it.
Well, we're saying people stay quiet. We are seeing organizations stay quiet. We are seeing those who are capitulating to clearly unconstitutional threats. And these are the things that we are witnessing each day in these last few months in our country. And it understandably creates a great sense of fear. Because, you know, there were many things that we knew would happen. Many things, I'm not here, so I told you so. I swore I wasn't gonna say that. Voilà, donc je m'étais promis que j'allais pas vous dire, je vous avais prévenu, mais bon, elle nous avait prévenu. Par anticipation d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que souvent on entend des démocrates en disant I told you so, I told you so. Et donc, par anticipation, avant Trump, il y a un républicain très, très, très connu chez les républicains qui a dit tout le mal qu'il pensait de ces fameux frais douaniers qui correspondent à ceux que Donald Trump a imposés. Évidemment, pour le coup, on le cite très, très, très souvent chez Fox News, mais là, on n'en a pas du tout parlé. C'est un président, un ancien président américain, un ancien président républicain, c'est Ronald Reagan. On va écouter Ronald Reagan et son opinion sur pourquoi les fameux frais douaniers sont une hérésie et un risque pour l'économie américaine et l'économie mondiale en général. You see, at first, when someone says, let's impose tariffs on foreign imports, it looks like they're doing the patriotic thing by protecting American products and jobs. And sometimes for a short while it works, but only for a short time. What eventually occurs is, first, homegrown industries start relying on government protection in the form of high tariffs. They stop competing and stop making the innovative management and technological changes they need to succeed in world markets. And then, while all this is going on, something even worse occurs. High tariffs inevitably lead to retaliation by foreign countries and the triggering of fierce trade wars. The result is more and more tariffs, higher and higher trade barriers, and less competition. So soon, because of the prices made artificially high by tariffs that subsidize inefficiency and poor management, people stop buying. Then the worst happens. Markets shrink and collapse, businesses and industries shut down, and millions of people lose their jobs. The memory of all this occurring back in the 30s made me determined when I came to Washington to spare the American people the protectionist legislation that destroys prosperity. Now, it hasn't always been easy. There are those in the Congress, just as there were back in the 30s, who want to go for the quick political advantage, who risk America's prosperity for the sake of a short-term appeal to some special interest group, who forget that more than 5 million American jobs are directly tied to the foreign export business, and additional millions are tied to imports. Voilà, Ronald Reagan qui décrivait les risques en expliquant, oui, dans un premier temps, évidemment, ça fait extrêmement patriotique d'être pour ce protectionnisme, mais en fait, les conséquences très rapidement tournent à la catastrophe, les marchés s'effondrent, les licenciements se multiplient. On a vu tout à l'heure, j'ai oublié de te montrer l'extrait, mais c'est pas grave, l'extrait, les différentes coupures de presse, que depuis 2 jours, il y a plusieurs secteurs américains qui ont annoncé des licenciements en anticipation aux effets de ces tarifs douaniers. Là, on va s'intéresser du côté boursier. Je voulais vous montrer depuis l'élection de Donald Trump ce que ça veut dire. Alors, je sais qu'il y a beaucoup, on vient encore de m'en poster un sur Twitter, beaucoup de fausses courbes qui circulent sur ce qui s'est passé. Donc, je voulais vous montrer le point jaune. Là, Thomas, si tu peux nous le montrer. Donc, ça, c'est le fameux S&P 500 dont je vous parlais. Le point jaune, c'est l'élection de Donald Trump.
Donc on voit que l'élection de Donald Trump a créé un enthousiasme des entreprises et en se disant, ben voilà, on va avoir droit aux tax cuts, ça va relancer le commerce. Donc on voit qu'il y a eu des gains après l'élection. Donc le point jaune, c'est lorsque les marchés ont fermé le 4 novembre 2024. Et là, c'est où nous en étions après un jour. Ça s'est encore aggravé, mais après un jour. Et on va voir que vous avez le même phénomène sur le Dow et sur le Nasdaq. Donc, encore une fois, on voit que lorsque Donald Trump est arrivé, la situation était assez haute. Elle s'est encore améliorée avec son élection. Et puis, elle s'est effondrée avec ce que les journalistes ont appelé, et les experts économiques, une blessure auto-infligée, parce qu'on est vraiment ça. Et donc, on a eu ces marchés, tout à l'heure, on parlait de rouge, qui était vraiment tout rouge. Donc, j'aime bien utiliser en général, il y a plusieurs sites Internet qui vous proposent de visualiser. Donc, vous voyez, il y a les courbes, il y a la chute de 2000 on a la chute de 2000 du Dow Jones, chute historique. Voilà, donc là, vous avez le Nasdaq, pareil, hein, vous voyez comment le Nasdaq avait déjà commencé à souffrir parce que on savait que ça allait arriver. Et puis, ça s'est passé. Vous voyez cet effondrement. On va voir la courbe non, vas-y, très bien. Lorsque je vous expliquais que c'est ce qui s'est passé ces 40 dernières 18 heures, c'est la plus grande chute du marché américain sur 2 jours. Et c'est 11 trillions de dollars, donc 11 trillions. Donc, c'est des milliers de milliards. Oui. Des milliers de milliards qui se sont évaporés depuis l'élection de Donald Trump, et dont 6,6 ces 2 derniers jours. Ça, c'est le record. Hein, Donald Trump n'a jamais eu le record. Pardon ? On est number one. On est number one. D'ailleurs, on va voir sur le point de vue historique ce que ça veut dire. Vous allez voir historique plus haut. Voilà, parfaitement. Bravo Thomas, je sais que c'est très dur. Il y a beaucoup de choses. Pour que vous voyez la chute, moi, le chiffre qui m'a le plus choqué, c'est au lendemain des attaques du 11 septembre. Les marchés se sont plus effondrés au lendemain de la décision de Donald Trump de lancer des tarifs douaniers, donc une blessure, comme on disait, voulue, une décision présidentielle, que ce qui s'est passé après l'attaque et l'incertitude, l'attaque du 11 septembre, la plus grosse suspension des marchés sur le territoire américain. Exactement. Au milieu, en plus de New York, qui est le centre économique des États-Unis. En plus, il y a cet aspect-là. Exactement. On voit que la crise des subprimes, la crise de 2008, qui a eu des effets pendant peut-être 10 ans, hein, des effets économiques pendant 10 ans, c'est du -9. Et encore une fois, je vous rappelle, là, on a la chance de Trump. Évidemment, c'était volontaire. Il n'a pas fait un lundi pour qu'on ait toute une semaine comme ça. Il a attendu le milieu de la semaine après, comme le rappelait Thomas, la fermeture des marchés pour limiter l'impact. On va avoir les chiffres de lundi et je pense qu'en fin de course, ça va dépasser la situation d'octobre 2008. On en est là. Historiquement, ce qui s'est produit, c'est extrêmement grave. Donc, je vous expliquais que visuellement, j'aime bien ces illustrations colorées, ce tout rouge. Hein, je vais vous montrer hier, en fin de journée, à quoi ressemblait après cette chute. Donc, vous voyez, quasiment tous les secteurs sont en rouge. On voit d'ailleurs que Tesla a encore bien pris. Ouais. Ce qui explique peut-être aussi pourquoi on n'a pas trop entendu Elon Musk dessus. Il commence un petit peu à sortir de sa torpeur. Il a répondu à une série de tweets aujourd'hui. Ce n'est pas une attaque contre Donald Trump, mais
je pense que c'est ce qui est le plus proche d'une attaque de Donald Trump. C'est quelqu'un qui mettait en avant les déclarations de Peter Navarro, qui est le conseiller économique de Peter Navarro, le conseiller économique de Donald Trump sur ses frais douaniers, qui lui est pour à 100%. Il voudrait même que ça soit plus. Donc quelqu'un disait oui, mais regardez, le gars, il sait, il a fait des études d'économie à très haut niveau, c'est un PhD à Harvard, et Musk dessus dit ouais, non, mais en fait, c'est pas une bonne chose, c'est une mauvaise chose. Donc c'est une attaque contre Navarro, et ce qu'il veut dire. Et il y a un autre usager qui met une deuxième couche, et en disant oui, mais quand même, il a 100% raison. Et la réponse de Musk, c'est il n'a jamais rien construit. Donc en gros, c'est de se dire, lui qui n'est pas un entrepreneur, mais un théoricien de l'économie, en fait, il est en train de se planter. Donc ça, c'est une critique de Musk. Il y a quelques heures, il a participé à un call virtuel avec différents soutiens. Et je vais vous montrer cette vidéo de Musk où, très clairement, il s'oppose à ce qui est en train de se passer. Vas-y, Thomas. And I'm hopeful, for example, with the tariffs, that at the end of the day, I hope it is agreed that both Europe and the United States should move, ideally, in my view, to a zero tariff situation, effectively creating a free trade zone between Europe and North America. That would be that's what I hope occurs. And also more freedom of people to move between Europe and North America, if they wish. If they wish to work in Europe or wish to work in America, they should be allowed to do so, in my view. So that has certainly been my advice to the president. Perfetto, lo raccogliamo con... Ah, donc c'est quand même assez intéressant parce que donc lui, il est opposé à toute forme. Hein? On le reconnaît presque pas là. Non, il est opposé à toute forme de frais douaniers. Il dit que lui, son souhait, c'est qu'il n'y ait aucun frais douanier aux États-Unis et aucun frais douanier en Europe, même que ça soit plus facile pour travailler d'un pays à l'autre. Et il termine en disant « Ce sont les conseils que j'ai donnés au président ». Et apparemment, oui, c'est peut-être pour ça qu'il est inquiet. On a vu, Thomas, tu peux nous remettre la chute de Tesla qui continue. Et donc, il est peut-être inquiet parce qu'il dit, voilà, j'ai conseillé ça au président, mais apparemment, Donald Trump a décidé de ne pas l'entendre. Donc, on voit du moins 6,5. Donc, déjà que ces derniers mois, l'action Tesla n'est pas vaillante, c'est pas mieux. Et d'ailleurs, on a ce tableau. Vous vous rappelez cette photo, ce moment, Cody vous en a parlé l'autre jour, le jour de la passation de pouvoir, le 20 janvier, de ces milliardaires au premier rang, oui, qui étaient tous là à célébrer. Montre-nous la photo d'abord, Thomas. Excuse-moi, j'ai mal noté. À célébrer en étant au premier rang alors que les élus n'étaient même pas dans la même pièce, oui, les gouverneurs. On a Meta, donc Facebook à gauche, Amazon au milieu, Google et ensuite Tesla, et ensuite bien sûr derrière il y a d'autres milliardaires, ouais, et bien sûr la femme, parce que pourquoi pas. Et donc tous ces gens-là qui ont prêté allégeance complète à Donald Trump, on les a vus passer un par un à Mar-a-Lago pour Kiss the Ring and Bend the Knee. Donner 1 million à sa Inauguration Fund. Exactement, renvoyer du monde, intégrer dans le board de Meta des personnalités comme Dana White, exactement, ou Amazon racheter les droits de diffusion de The Apprentice, ou donner 60 millions de dollars à Melania Trump pour son documentaire, ouais, ou parce que c'est complètement passé inaperçu, parce que l'annonce a été faite le même jour que celle des tarifs douaniers. Lara Trump a désormais sa boutique sur Amazon, la boutique Trump sur Amazon. Donc, tous ces gens-là ont tout fait, et je vais vous montrer les résultats sur leur fortune
des premiers jours des tarifs douaniers de Donald Trump, on voit que Elon Musk a perdu depuis le début de l'année 130 milliards de dollars. On explique peut-être sa tête inquiète. Je pense que c'était Nathalie qui en parlait. Ceci explique cela, mais on voit, pour venir à la photo, Jeff Bezos, Zuckerberg, Arnaud, et on voit que les deux qui ont le plus qu'ont limité, celui qui a limité le plus de dégâts, c'est Bill Gates, donc qui est considéré comme le milliardaire woke. Finalement, c'était pas mal, pro-vaccin. Et après, c'est Warren Buffett qui, lui, dès l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, a vendu l'essentiel de ses actions pour mettre du cash de côté. En disant non, les marchés vont s'effondrer s'il va faire les tarifs. Et il va faire les tarifs. Tout le monde disait non, mais pas comme ça, non. Regardez, lui, il avait tout compris. 83 ans ou 86 ans, je ne me rappelle plus. 12 milliards de dollars. Bon, quasiment 13. Donc, tu aurais pu perdre 130 ou en gagner 13. Je préfère en gagner 13. Exactement. Donc, merci, Cody. Petite analyse. C'est énorme. C'est énorme. On dirait un expert de plateau. Là. Magnifique. Tant mieux. Petite parenthèse locale. Tout à l'heure, lorsqu'on parlait des conséquences, je voulais vous montrer les effets sur tout ce qui est action au niveau des grands hôtels, des casinos et entre autres ceux de Las Vegas, mais pas que. Il y a des véritables inquiétudes ici. Alors déjà, il y a des opérations de boycott qui fonctionnent au niveau du Canada. En parlant de boycott, je viens de voir en breaking news il y a quelques secondes que le gouvernement canadien vient de publier une nouvelle mise en garde, new warning, une nouvelle mise en garde pour les voyageurs qui entrent les États-Unis en leur disant qu'ils doivent s'attendre à être questionnés plus largement et que leur téléphone et tout ce qui est électronique serait à de fortes chances d'être fouillé, d'être analysé. Et donc, le gouvernement, on en est là, pays à côté, pays voisin, pays amis, alliés, donc le Canada qui prévient ses citoyens de dire si vous voyagez aux États-Unis, attendez-vous au pire au niveau de la douane et attendez-vous d'ailleurs à ce que votre accès soit interdit sur le sol américain si vous avez sur votre téléphone des messages anti-Trump. On a vu se faire ça, on a vu se passer ces derniers jours. Donc, on va retourner sur cette image des actions des casinos. Vous voyez qu'en jaune, c'est le SP 500, on en a beaucoup parlé, et c'est encore pire au niveau de tout ce qui est tourisme, parce qu'on est en train de se dire, OK, on est touché par la vague anti-immigration et on a besoin de ces emplois-là. On est touché par les opérations de boycott et le fait que c'est de plus en plus difficile de venir aux États-Unis. Et en plus de ça, maintenant, on est touché par les tarifs qui vont faire qu'il y en a encore moins de touristes qui vont venir. Les réservations d'hôtels, je vous dis, au niveau de Las Vegas, les réservations d'hôtels sur les 6 prochains mois n'ont jamais été aussi basses. Et on craint, tout à l'heure, lorsqu'on parlait de crise quotidienne, que du coup, tout ça crée quoi ? Du chômage supplémentaire, un effondrement du marché immobilier. C'est vraiment cet effet boule de neige que je trouvais intéressant. Et donc, quand tout va mal, on peut compter sur Fox News pour vous dire que tout va bien ou pour parler d'autre chose. Je vous raconte tout ça tout de suite après.